Alors, donc, le module, donc on a dit pathologie nutritionnelle endocrinienne, vous aurez une partie sur les pathologies métaboliques et une partie sur les pathologies endocriniennes. Normalement, il y a 10 chapitres. On va essayer de, on va essayer de faire les 10, si on peut. Mais sinon, je pense pas qu'on puisse arriver à faire le tout parce qu'on n'a que 8 semaines de cours. Donc, le premier cours, ça va être l'obésité chez l'adulte. Donc, alors, on va commencer par une petite définition de l'obésité. Donc, vous avez un petit rappel d'épidémiologie. Alors, bon, les données sont celles de l'OMS. Donc, en 2016, le surpoids touchait à peu près presque 2 milliards de personnes à travers le monde, dont 650 millions étaient considérés comme obèses, c'est-à-dire non pas en surpoids simple, mais en obèse, c'est-à-dire IMC supérieur à 30. En 2019, c'est des données sur les enfants. Les enfants qui ont moins de 5 ans à travers le monde, on a comptabilisé quand même plus de 38 millions d'obèses chez les enfants de moins de 5 ans. Donc ça reste quelque chose qui a en plus en nette augmentation d'année en année. Donc là, c'est une carte du monde qui montre un peu les pourcentages d'obèses dans les populations de chaque pays. C'est-à-dire là où vous voyez des pays en jaune, en blanc, c'est vraiment moins de 10% d'obèses. Et les autres, vous voyez jusqu'à plus de 40%, par exemple, en Amérique du Nord. Par rapport à l'Algérie, on est autour de entre 15 et 25. D'ailleurs, bon, les chiffres de 2016 montrent que la prévalence de l'obésité en Algérie est de 18% chez l'homme et de à peu près 30% chez la femme. Donc, on remarque qu'il y a un peu plus d'obèses femmes qu'hommes. Alors, en ce qui concerne la définition de l'obésité, donc c'est une maladie chronique. L'obésité n'est pas considérée juste comme disgracieux ou autre, c'est une maladie à part entière qui est chronique, elle correspond à une accumulation excessive de masse adipeuse. Mais pour pouvoir définir l'obésité en tant que maladie, il faut que cette accumulation de masse adipeuse excessive entraîne des complications sur l'organisme, sur le métabolisme, etc. Donc, c'est comme ça qu'on définit l'obésité. Ce n'est pas juste être entre guillemets gros, c'est aussi le fait que cette masse adipeuse constitue un risque et conduit à des graves complications dans l'organisme. On évalue l'obésité à travers l'IMC. Bon, à ce stade, je pense que tout le monde connaît l'IMC, les valeurs. Donc, vous avez là entre 18 et 25, c'est le normal, et ça augmente jusqu'à au-delà de 40, ça devient une obésité morbide. Cependant, l'IMC, il faut savoir que ça reste un indice. C'est un indice de corpulence. C'est un indice qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas très, je sais pas comment dire. Euh, on peut pas se fier à 100% à l'IMC, car parce que l'IMC ne tient pas compte de tout ce qui est euh, corpulence, composition corporelle. Par exemple, vous avez là, entre deux personnes, vous avez quelqu'un qui est, vous avez quelqu'un qui est obèse, donc un IMC de plus de 30, et qui a un tour de taille d'ailleurs supérieur à 94 centimètres. Là, vous avez un patient qui est musclé, qui a un IMC de plus de 30, un tour de taille moins de 90 centimètres, et même s'il a un IMC supérieur à 30, on ne peut pas réellement le considérer comme étant obèse. Bon, là, cet exemple, il est flagrant. C'est-à-dire, en voyant la personne, on sait que c'est pas quelqu'un d'obèse. Mais c'est pour illustrer que l'IMC n'est pas pratiqué systématiquement partout. Et dès qu'on voit que quelqu'un a un IMC plus de 30, on le considère comme obèse. Il faut quand même prendre d'autres mesures, d'autres calculs à faire. Donc, ces autres calculs sont le pourcentage de masse grasse, c'est-à-dire justement entre l'obèse et le musclé, même si l'IMC est le même, la taille est la même, le poids est le même, mais le pourcentage de masse grasse par rapport à la masse maigre n'est pas le même. Là, par exemple, vous avez
vous avez un petit schéma qui montre à peu près les valeurs saines de surpoids et d'obésité par rapport au pourcentage de la masse grasse. On voit par exemple que déjà les femmes doivent avoir un peu plus de masse grasse en tant que valeur saine que les hommes. Par exemple, si vous voyez une femme qui a entre 20 et 21% de masse grasse, elle est quand même considérée comme maigre, alors que chez un homme, 20% de matière grasse, c'est quand même considéré à la limite du surpoids. Donc, il frôle la limite du surpoids. Donc, ça, c'est le pourcentage de la masse grasse la masse grasse en tant que telle. Deuxième considération à prendre, c'est la répartition de cette masse grasse. Donc, vous avez là deux types de répartition. Vous avez ce qu'on appelle la répartition abdominale ou androïde, donc qui consiste à une accumulation de masse grasse surtout au niveau abdominal, autour du ventre. Et vous avez une répartition qu'on appelle gynoïde et qui se situe surtout autour des hanches. Donc, appellation androïde et gynoïde, c'est par rapport au fait qu'on trouve plus les hommes en général ont de la graisse autour du ventre et que les femmes en général ont de la graisse surtout autour des cuisses. Bien que, c'est-à-dire, même si on trouve rarement des hommes avec de la graisse autour des cuisses, c'est-à-dire de type gynoïde, on trouve beaucoup de femmes quand même avec de la graisse abdominale de type androïde. Mais c'est aussi, comme on dit, une répartition sous forme de pomme quand on parle d'obésité abdominale, parce que la personne est en forme de pomme, on va dire. Elle est ronde. Alors que pour l'obésité gynoïde, on va appeler ça un morphotype de poire, parce que c'est fin en haut et large en bas. Donc ça a un morphotype de poire. Donc le pourcentage de masse grasse, la répartition de la matière grasse sont aussi des facteurs des paramètres à considérer en plus de l'IMC pour juger est-ce qu'une personne est obèse ou pas. Et pour aller encore plus loin, vous avez certains index, par exemple, c'est des chercheurs qui ont développé des formules pour calculer ce qu'on appelle l'index de corpulence, donc un Body Shape Index en anglais. Donc, c'est des formules qui se basent sur le tour de taille, l'IMC, la taille, pour calculer l'index de corpulence. Vous avez aussi un autre SBBSI qui est basé aussi sur la surface corporelle. Et s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a son micro activé. Bon, voilà, merci. Donc ça, c'est des formules quand même un peu plus détaillées et faut dire qu'en général, en pratique clinique courante, on n'utilise que l'IMC. Mais il vaut mieux utiliser, bon, ne pas aller jusqu'à ces formules détaillées, mais au moins essayer d'avoir un petit indice sur les paramètres qui sont la matière grasse, la répartition, donc tour de taille, tour de hanche, etc., ce genre d'indices. Donc là, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'obèses, c'est-à-dire selon la définition d'obèse en tant que accumulation de graisse qui peut conduire à des complications. Vous avez ce qu'on appelle l'obèse qui est métaboliquement sain. C'est un obèse donc qui a son IMC, bon là j'ai mis entre 25-30, mais c'est supérieur à 25, supérieur à 30. Donc surpoids obèse, mais qui ne présente ni insulinorésistance, qui a un profil lipidique normal et qui a très peu de cytokines pro-inflammatoires, ce qui fait qu'il est métabolique. C'est-à-dire quand on fait son bilan métabolique, il n'a aucune perturbation métabolique, même si son IMC est très élevé. Ces personnes, cependant, ne sont pas, c'est-à-dire elles peuvent facilement, leur état peut facilement mener au syndrome métabolique s'ils sont pas surveillés. C'est pas parce que un jour on a pris leur bilan, on l'a trouvé intact de manière métabolique, c'est-à-dire qu'ils sont sains métaboliquement, qu'ils sont tirés d'affaire et qu'ils peuvent continuer à être obèses et ne pas faire attention. Ça veut juste dire que pour le moment, ils sont sains. Ils peuvent ne pas développer de syndrome métabolique, mais ils peuvent quand même le développer, surtout s'ils ne sont pas surveillés. Ce qui caractérise ces obèses métaboliquement sains par rapport aux obèses qui sont métaboliquement obèses aussi, c'est leur haute capacité cardio-respiratoire. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité
cardio-respiratoire, ce qu'on appelle VO2 max, qui est, euh, qui est haute. Voilà, c'est une capacité haute. D'où l'importance de l'activité physique. Et vraiment, c'est ce qui fait la différence entre les deux types d'obèses, hein, avec de bons paramètres métaboliques et des paramètres métaboliques un peu, on va dire, euh, pas dans la norme. Donc, c'est là où on pointe l'importance de l'activité physique dans la prévention des complications de l'obésité. Deuxième type d'obèse, c'est justement, c'est le contraire. C'est celui qui est métaboliquement obèse, mais avec un poids normal. Cette personne, donc, elle a un IMC entre 18,5 et 25, c'est un IMC normal, poids normal, mais on trouve dans son bilan métabolique qu'il a une insulinorésistance, qu'il est dyslipidémique, mais lorsqu'on va vers l'exploration, on trouve qu'il a un pourcentage de tissu adipeux viscéral, qu'on dit obésité, mais androïde ou la graisse autour du ventre abdominal qui est élevée et qui possède un risque cardiovasculaire élevé. Donc ces personnes ont peut-être un poids normal, par contre ils ont du tissu adipeux autour des viscères et ce tissu adipeux viscéral, c'est lui qui est la cause des complications métaboliques, donc de l'obésité et même quand la personne n'est pas obèse. Cet état touche surtout les sujets âgés, les fumeurs et les gens qui sont excessivement sédentaires. Donc c'est pour ça qu'on trouve par exemple quelqu'un qui a toujours eu un poids normal et tout, et vers la cinquantaine, la soixantaine, on lui découvre une dyslipidémie, une insulinorésistance, et on se dit non, mais il n'a jamais été gros. En fait, même s'il n'a pas été gros, son rythme de vie, son hygiène de vie a fait que quand même, il y a eu de la graisse qui s'est localisée autour des viscères, dans le ventre, même si c'est pas un ventre proéminent. Et ça a fait son effet sur l'insulinorésistance, la dyslipidémie, le risque cardiovasculaire, etc. Donc, pour ces personnes-là, on recommande, donc pour détecter un peu le syndrome métabolique à l'avance, on recommande que dès qu'on se retrouve devant un homme qui a un IMC supérieur à 23 et une femme qui a un IMC supérieur à 25, même si ce n'est pas encore le surpoids, on préconise de mesurer le tour de taille chez ces personnes-là pour détecter la graisse abdominale et euh, les risques métaboliques liés à cette accumulation de graisse. Donc le troisième type aussi, il a un point normal. Bon là, je me suis trompée sur l'écriture du titre. Mais il a aussi un profil métabolique normal. Cependant, il a un statut pro-inflammatoire élevé. Et ça aussi, c'est dû, vous avez dû le voir l'année passée dans le cours de microbiote, c'est dû aussi à son alimentation qui conduit à un statut pro-inflammatoire, même s'il n'est ni insulinorésistant ni dyslipidémique. Mais le fait d'avoir un statut pro-inflammatoire, conduit à un haut risque cardiovasculaire. Et ça aussi, c'est dû à une accumulation de graisse viscérale, même si elle n'est pas perceptible dans l'IMC, dans le calcul de l'IMC ou dans la corpulence de la personne. Et le dernier, d'ailleurs, bon, voilà, j'ai mis, il a une masse grasse qui est supérieure à 30%, mais elle est localisée autour des viscères, donc elle se voit pas trop. Le dernier type, c'est ce qu'on appelle l'obèse sarcopénique. C'est-à-dire qu'il est tellement gros entre guillemets, tellement obèse que même la sarcopénie, c'est-à-dire il y a une diminution de la masse musculaire. C'est-à-dire sa masse musculaire ne suffit plus à tenir son poids. Donc c'est des personnes qui sont obèses. On ne trouve pas ça dans la catégorie 25-30 d'IMC. C'est au-delà de 30, 35, 40, qui a un pourcentage de tissu adipeux très élevé et il y a un pourcentage de tissu musculaire faible, d'où la sarcopénie. Et ça, c'est des personnes qui ont un risque cardiométabolique qui est très élevé par rapport même aux autres obèses, parce que justement, ils ont beaucoup trop de masse adipeuse et très peu de masse musculaire. Et chez ces personnes-là particulièrement, les régimes amaigrissants sont dangereux, parce que le fait de faire perdre du poids, beaucoup de poids à ces personnes, donc ça traduit un régime drastique. Et le régime drastique
va aggraver la sarcopénie. C'est-à-dire déjà, eux, ils n'ont pas assez de tissu musculaire. Le fait de leur faire un régime strict va contribuer aussi à encore faire perdre la masse musculaire et on va tomber carrément dans la dénutrition, même si la personne reste encore obèse. Mais elle a tellement peu de muscles qu'on tombe dans la dénutrition protéino-énergétique. Bon, protéique, pas énergétique, parce que la personne elle a ses réserves énergétiques. Et donc là, on va toucher à la santé directe de la personne. Et donc, pour ces obèses sarcopéniques, il faut faire très attention lorsqu'on aborde le volet perte de poids et régime amaigrissant chez ces personnes-là. Donc là, c'est pour voir les différents types d'obèses. Après, bon, il faut faire la distinction un peu entre l'obésité et le syndrome métabolique. Donc, le syndrome métabolique, c'est une continuité de 5 facteurs. Donc, vous avez la dyslipidémie qui touche les triglycérides et le cholestérol, la résistance à l'insuline, l'hypertension et l'obésité viscérale. Alors que nous, dans ce cours, on va parler de l'obésité. Donc, dans ce cours, il faut voir que obésité n'est pas égale directement au syndrome métabolique. Dans on a vu, il y a des personnes, dans la diapo précédente, il y a des personnes qui sont obèses mais qui n'ont pas de syndrome métabolique. C'est juste que l'obésité, ça reste une cause du syndrome métabolique et vice-versa. Donc, le syndrome métabolique peut être une conséquence de l'obésité. Donc, ça, c'est pour faire vraiment la différence entre, la distinction entre les deux. Donc, les causes de l'obésité, qu'est-ce qui peut causer l'obésité? Donc, vous avez, bien sûr, c'est une différence de la balance énergétique. Donc, une augmentation des apports caloriques et une diminution des dépenses énergétiques. Ça, c'est les causes directes. Donc, c'est, au final, c'est ça qui est la cause directe de l'obésité. Après, qu'est-ce qui peut causer ce dérèglement? C'est plusieurs facteurs. Donc, vous avez par exemple le facteur environnemental. Facteur environnemental, il peut aller par exemple à l'augmentation des apports caloriques. Vous avez un accès plus facile à une alimentation plus calorique. Donc, en général, il est plus abordable de s'acheter de la nourriture très calorique, très obésogène, on va dire. Cette nourriture est plus abordable et moins chère qu'une nourriture saine, basée sur des fruits, des légumes, des viandes, etc. C'est pour ça qu'on a un peu le paradoxe du pauvre qui est obèse. Euh, vous avez quelqu'un qui est pauvre et vous vous dites, comment ça se fait? Quelqu'un qui est pauvre, il a du mal à s'alimenter, mais il est en surpoids. Justement parce que toute la nourriture qui peut s'acquérir, qui peut s'acheter, est une nourriture qui est obésogène, pleine de sucre, pleine de graisse, pleine de... C'est-à-dire, c'est pas vraiment de la bonne qualité et c'est ce qui les rend obèses. Donc, on a un accès plus facile à une alimentation plus calorique. Et d'un autre côté, ce facteur environnement aussi conduit à la baisse de l'activité physique. Donc, cette baisse de l'activité physique, donc c'est la sédentarité, c'est le fait de ne pas se déplacer, d'avoir tout à côté de soi, etc. Donc, ça diminue les dépenses énergétiques. Donc, déjà, ce facteur environnemental contribue à ce déséquilibre qui va causer l'obésité. Deuxième facteur, vous avez les médications, donc certains médicaments comme les corticoïdes. Les corticoïdes, c'est connu pour augmenter l'appétit. Donc, on a une augmentation des apports caloriques. Aussi, ça joue sur la rétention d'eau. Donc, la rétention d'eau, c'est pas vraiment de l'obésité, mais ça contribue à l'augmentation du poids. Et ça agit aussi sur la redistribution du tissu adipeux lorsqu'il est sous-cutané ou viscéral. Certains médicaments agissent sur cette répartition et la modifient. Donc, on aura plus tendance à avoir une accumulation de tissu adipeux viscéral qui est plus dangereux que le tissu adipeux sous-cutané. Vous avez aussi certains autres médicaments comme les antipsychotiques. Ils régulent aussi, ils augmentent l'appétit, mais les antipsychotiques aussi, comme ils sont un peu sédatifs, un peu, c'est-à-dire ils vont réguler l'humeur de la personne, ils vont la rendre moins hyperactive, donc ils contribuent aussi à la baisse du métabolisme de base. Cette baisse du métabolisme de base dit aussi une plus grande accumulation de graisse et d'énergie dans le corps. Vous avez aussi la dette de sommeil, c'est-à-dire le manque de sommeil.
Le manque de sommeil conduit à une augmentation des apports caloriques parce que le fait de ne pas dormir, ça augmente l'appétit et aussi, ça augmente la sensation de faim. Donc les personnes qui manquent de sommeil, qui ont beaucoup d'insomnie et tout, ont tendance à aller manger plus. Et aussi, vous avez un autre facteur qui est le plus souvent l'arrêt du tabagisme. L'arrêt du tabac conduit à une augmentation des apports caloriques, déjà pour compenser le manque de la nicotine. Donc, les personnes vont se mettre à manger. Et aussi, parce que déjà la nicotine en elle-même, elle conduit à à une légère insulinorésistance. Et le fait qu'il y ait un retour à l'insulinosensibilité augmente la sensation de faim. Et donc, les personnes qui arrêtent le tabagisme, les premiers temps, ont tendance à avoir plus faim et donc à manger un peu plus. L'arrêt du tabac aussi conduit à une diminution des dépenses énergétiques parce que la nicotine, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle augmente le métabolisme de base d'environ 20%. Donc, le fait d'arrêter la consommation de tabac refait descendre, ça fait redescendre le métabolisme de base. Donc, on a une augmentation de la faim et une diminution du métabolisme de base, donc un risque de prendre du poids suite à l'arrêt du tabac. Donc, vous avez d'autres facteurs qui sont les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ils agissent selon la durée et la période d'exposition. C'est quelqu'un qui en a été exposé à la période pré ou périnatale, c'est pas comme quelqu'un qui a été exposé à ces perturbateurs endocriniens à l'âge adulte. Et ces perturbateurs endocriniens, il y en a beaucoup qui sont causateurs d'une augmentation de l'appétit et ils régulent aussi les préférences alimentaires. Vous avez bien sûr les prédispositions génétiques, donc que ce soit pour l'appétit ou les préférences alimentaires, ou des prédispositions génétiques, c'est-à-dire des personnes qui ont génétiquement un métabolisme de base qui est bas. Donc même s'ils mangent les calories qu'on lui demande, c'est-à-dire les 2200 calories par exemple, pour sa taille et son poids, ça va être une personne qui va accumuler du poids parce qu'à la base, elle a un métabolisme de base qui est diminué de manière génétique. Dernier facteur qui peut causer ce déséquilibre, c'est certaines maladies et infections. Dans les maladies, vous avez ce qu'on appelle par exemple le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie hormonale chez la femme et qui constitue en elle-même un facteur de risque de l'obésité chez la femme. Vous avez aussi ce qu'on appelle le syndrome de Prader-Willi. C'est un syndrome qui touche le métabolisme de la régulation de la gréline. C'est-à-dire que les personnes ne répondent pas correctement au signal de la gréline et se mettent à manger de manière compulsive. Et ça se traduit par une obésité morbide à laquelle on ne peut pas faire grand-chose parce que justement, c'est un trouble de signalisation, c'est un trouble central qui cause cette obésité. Parmi les autres maladies, pardon, vous avez les troubles du comportement alimentaire, donc fringales, grignotage, compulsion alimentaire, etc. Et pour les infections, vous avez certaines infections. Alors les infections, vous avez par exemple l'adénovirus chez l'animal, ça n'a pas été prouvé chez l'homme, mais chez l'animal, ils ont trouvé que l'adénovirus conduit à un gain de poids et à une insulinorésistance chez certains animaux. Donc ça reste à confirmer chez l'humain, mais il y a cette piste que parfois il y a certaines infections qui peuvent constituer un facteur de risque pour l'obésité. Et aussi, vous avez l'endotoxémie métabolique qui conduit à donc perturbation du microbiote, qui est un facteur de risque de l'obésité et du syndrome métabolique. Donc ça, c'est en ce qui concerne les causes de l'obésité. Alors, bon, je marque une petite pause là pour vous rappeler que si je parle trop vite ou si je dois reprendre certains points ou là, n'hésitez pas à prendre la parole pour le dire, hein. Donc, s'il n'y a aucune question, je vais continuer. Donc, donc maintenant, on va passer aux conséquences et complications de l'obésité. Donc, vous avez beaucoup de conséquences. Donc, vous avez l'insulinorésistance et diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie,
les accidents vasculo-cérébraux, syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires, troubles gastro-intestinaux, arthrose, troubles de la reproduction, les cancers et certains troubles psychologiques ainsi que des accès aux soins. Donc, on va commencer par l'insulinorésistance et le diabète de type 2. Donc, ce qui se passe au cours de l'obésité, c'est que vu qu'on a une augmentation du tissu adipeux viscéral surtout, et qui est associé à une dysbiose chez la personne obèse, et aussi un régime alimentaire avec des aliments à index glycémique élevé et une alimentation grasse, le tout va conduire à un état inflammatoire de bas grade. Cet état inflammatoire conduit à une insulinorésistance. On va détailler un peu ce mécanisme dans le prochain cours, celui du diabète. Et cette insulinorésistance ou directement cette inflammation de bas grade vont conduire à l'installation du diabète de type 2 chez la personne obèse. Deuxième conséquence, c'est l'hypertension artérielle. Alors, comment l'obésité peut-elle conduire à une hypertension artérielle? Donc là aussi, ça reste toujours l'augmentation du tissu adipeux viscéral. Alors, l'augmentation du tissu adipeux viscéral va conduire à plusieurs phénomènes. Alors, le tissu adipeux viscéral va aller activer le système nerveux central, le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique va aller activer la réabsorption du sodium au niveau rénal et stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc le tout va associé avec le stress oxydatif au niveau vasculaire, parce que comme on a une augmentation du tissu adipeux viscéral, on a vu dans la diapo précédente, il y a une inflammation bas grade, etc., qui s'installe. Ça va conduire à un stress oxydatif au niveau vasculaire. Ce stress oxydatif va diminuer la sécrétion du monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote qui sert de vasodilatateur. Donc le fait qu'il y ait une diminution du NO, c'est-à-dire de ce vasodilatateur, associé à une augmentation de la réabsorption du sodium et activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, la réabsorption du sodium se conduit forcément par une rétention de l'eau pour justement équilibrer l'osmolarité sanguine. Donc le tout, donc une augmentation légère du volume sanguin plus une absence ou une diminution de la vasodilatation constitue, donc c'est-à-dire tout ça conduit vers une augmentation de la pression artérielle et de manière chronique, ça va donner de l'hypertension artérielle. Autre conséquence, c'est les dyslipidémies. Les dyslipidémies sont conséquences surtout de l'insulinorésistance, car en fait, l'insulinorésistance va augmenter la production et la circulation des VLDL. Et aussi, elle va diminuer la lipoprotéine lipase. La lipoprotéine lipase, elle est insulinodépendante. C'est-à-dire qu'elle dépend du signal de l'insuline pour s'activer. Et vu que l'individu est en état d'insulinorésistance, donc il y a une diminution de l'activité de la lipoprotéine lipase. Donc il n'y a pas le métabolisme des lipides est diminué, associé à une augmentation des VLDL, ça conduit à une dyslipidémie. Et même en absence de l'insulinorésistance, le simple fait d'avoir une augmentation du tissu adipeux viscéral conduit aussi à une augmentation des VLDL et de la lipoprotéine lipase. Donc, bon, on va avoir les deux qui vont causer les dyslipidémies. Aussi, vous avez les accidents vasculo-cérébraux. De la même manière, alors vous avez toujours, on va parler du monoxyde d'azote, comme pour l'hypertension artérielle. Le monoxyde d'azote est synthétisé par ce qu'on appelle l'ENOS, qui est endothélial nitric oxide synthase, c'est-à-dire l'enzyme qui synthétise le monoxyde d'azote au niveau endothélial. Alors, on a remarqué que, bon, donc elle va synthétiser le monoxyde d'azote, on a vu que c'est un vasodilatateur. Donc, il va conduire à une vasodilatation. Alors, on a constaté que l'ENOS, parfois, elle est présente, elle est exprimée génétiquement, beaucoup, chez les obèses, mais le monoxyde d'azote n'est pas synthétisé. Ce qui se produit, c'est que cette ENOS
Donc, bon, le fait qu'il soit pas produit, ça va conduire à une rigidité artérielle. Ce qui se passe chez les obèses, c'est que cette énose, elle est stimulée, c'est-à-dire elle est présente, mais elle est sous forme inactive. Alors, lorsque l'énose est inactive, elle ne produit pas le monoxyde d'azote, mais elle va produire ce qu'on appelle l'ion superoxyde. Donc, le fait qu'on ait une énose inactive fait que déjà, on ait moins de monoxyde d'azote et une production de superoxyde. Et ce superoxyde va aller se lier avec le peu de monoxyde d'azote qui est produit pour former le peroxynitrite. Donc, le peroxynitrite, donc, c'est ce qui va contribuer au stress oxydatif, etc. Et donc, on, le peu de NO, de monoxyde d'azote qui est produit, ne va pas être utilisé pour la vasodilatation et c'est ce qui va conduire à la rigidité artérielle. Et le fait de conduire à la rigidité artérielle va conduire à des accidents vasculo-cérébraux parce qu'on aura des problèmes de circulation, même, c'est-à-dire au niveau cérébral, et c'est ce qui va causer ces accidents vasculo-cérébraux. L'ion superoxyde produit par les noces inactives, donc avant de se lier avec le NO, va aussi activer des canaux potassium. Les canaux potassium qui vont aussi aller activer une vasoconstriction. C'est-à-dire, en plus d'avoir la rigidité artérielle, on a aussi une vasoconstriction, c'est-à-dire plus que la normale. Donc, c'est ce qui augmente en même temps la pression artérielle et il augmente le risque d'accidents vasculo-cérébraux. Donc, ensuite, vous avez bien sûr le syndrome métabolique. Syndrome métabolique, donc selon la définition de la NCAP-ATP3, c'est un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 chez la femme, les triglycérides supérieurs à 1,5 g par litre, HDL inférieur à 0,4 et 0,5 chez l'homme et la femme respectivement, une hypertension artérielle et une intolérance au glucose. C'est-à-dire le syndrome métabolique est une conséquence ou une complication de l'obésité. Et bon, tout ce qui est les facteurs de du syndrome métabolique, on les a traités dans les diapos précédentes. Donc, c'est juste l'accumulation de ces complications, on va la constituer comme étant un syndrome métabolique. Autre conséquence, c'est les maladies cardiovasculaires. Alors, les maladies cardiovasculaires, comme conséquence de l'obésité, elles dépendent de la durée d'obésité. Il faut savoir que tout, toute obèse de plus de 2 ans, c'est-à-dire plus on passe 2 années en étant obèse, on augmente de 7% le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. 2 ans de plus, on augmente de 7% de plus, etc., etc. Donc, plus la personne est obèse durant longtemps dans sa vie, plus elle est exposée aux maladies cardiovasculaires. Ce qui se passe pour ces maladies cardiovasculaires, c'est qu'au cours de l'obésité, on a de la dyslipidémie et de l'inflammation qui vont causer la formation de l'athérome, donc athérosclérose. Vous avez une hypertension artérielle avec une augmentation du débit cardiaque, ce qui va causer une hypertrophie ventriculaire. L'activation de l'aldostérone et des récepteurs aux minéralocorticoïdes et l'inflammation vont conduire à la fibrose interstitielle dans les vaisseaux. Et vous avez une accumulation de triglycérides dans le myocarde qui va aller accélérer l'apoptose des cardiomyocytes. Vous avez l'insulinorésistance qui agit un peu sur la contractilité du myocarde. Donc, on a une légèrement faible contractilité du muscle cardiaque. Tous ces facteurs vont conduire donc à l'installation des maladies cardiovasculaires, à savoir l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, les pathologies coronariennes, les arythmies, la fibrillation auriculaire et dans des cas extrêmes à l'arrêt cardiaque. Ensuite, vous avez les troubles respiratoires. Vous avez alors le syndrome de l'apnée du sommeil. Le syndrome de l'apnée du sommeil chez les obèses, euh, c'est hum, c'est un excès de graisse autour des voies respiratoires qui va gêner la respiration, euh, surtout quand la personne va rester sur la position allongée. Donc, on va avoir donc un blocage mécanique de la respiration qui est causé par l'obésité.
Et deuxième facteur, c'est l'asthme. Alors vous avez l'asthme, c'est la conséquence d'une hypersensibilité des voies respiratoires et une diminution du volume tidal. Le volume tidal, c'est ce qu'on appelle le volume courant, c'est le volume de gaz échangé lors d'une respiration calme. Et ce volume tidal, donc ce volume de gaz, est diminué chez les obèses. D'ailleurs, plus une personne est obèse, plus on la trouve essoufflée. C'est-à-dire elle n'échange pas beaucoup de gaz dans une seule inspiration-respiration, donc elle respire plus vite. Et cette diminution associée à une hypersensibilité des voies respiratoires qui est due à tout ce qui est inflammation de bas grade, etc., conduisent à l'installation d'asthme chez certains obèses. Vous avez aussi des troubles gastro-intestinaux comme le reflux gastro-œsophagien qui a une cause mécanique, c'est-à-dire une accumulation de graisse autour de l'estomac va causer une pression, donc va favoriser la survenue de reflux lorsque l'estomac est plein. Vous avez les stéatoses hépatiques qui correspondent à une accumulation de lipides dans les hépatocytes. Donc vous allez voir, vous voyez dans les coupes des cellules de foie avec des, de la graisse à l'intérieur, c'est-à-dire des lipides, des vésicules de lipides à l'intérieur des cellules. Et cette stéatose hépatique peut conduire à une inflammation et une fibrose hépatique. Et ce qui va conduire, si c'est pas traité, ça va conduire à carrément une cirrhose du foie. Vous avez aussi les calculs biliaires qui sont dus à l'hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie va faire qu'il y ait une cristallisation des sels biliaires en réaction avec le cholestérol et c'est ce qui va former les calculs biliaires. Donc, bon, ça, c'est une conséquence de la dyslipidémie dans l'obésité. Vous avez aussi l'arthrose. Vous avez deux types d'arthrose. Vous avez en général l'arthrose du genou chez les obèses qui a une cause mécanique, c'est-à-dire il y a un plus gros poids, donc un poids plus élevé à soutenir, et donc ça va appuyer sur le genou et causer de l'arthrose du genou. Vous avez aussi de l'arthrose dans d'autres localisations, dans d'autres articulations, et ça c'est causé par des causes systémiques qui sont dues à l'inflammation de bas grade et à la circulation des adipokines qui vont agir pour augmenter cette inflammation dans les articulations et causer cette arthrose, qui est une complication de l'obésité. Vous avez aussi les troubles de la reproduction. Donc, chez la femme obèse, vous avez, alors on a vu le syndrome des ovaires polykystiques constitue un facteur de risque de l'obésité. Donc, une femme obèse avec un syndrome des ovaires polykystiques peut présenter une hyperandrogénie, c'est-à-dire une augmentation des hormones sexuelles mâles, et associée à une anovulation, donc une absence d'ovulation. Donc, ce qui se traduit par des troubles de la reproduction. Aussi, chez une femme obèse durant la grossesse, l'obésité conduit à un risque élevé de diabète gestationnel, de macrosomie fœtale, c'est-à-dire un poids de naissance très élevé, un enfant qui dépasse 4-5 kilos à la naissance, une prééclampsie qui est une complication de la fin de la grossesse, une hypertension, syndrome rénal, etc. Et elle augmente aussi le risque d'accoucher par césarienne, justement dû au diabète gestationnel, à la prééclampsie et à la macrosomie. Chez l'homme, l'obésité, donc les troubles de la reproduction chez l'obésité se traduisent par une impuissance et une infertilité. Vous avez aussi une augmentation des risques des cancers parce que lors d'une obésité et d'une insulinorésistance, en fait, l'insuline, il a été montré in vitro que l'insuline stimule les cellules cancéreuses du côlon. Donc in vitro, c'est en laboratoire. Euh, donc là, en fait, quand on a une l'insulinorésistance, elle est métabolique, c'est-à-dire elle ne fait pas, l'insuline ne fait plus son effet pour métaboliser le glucose et les lipides, mais elle continue de faire son effet dans les autres organes. Donc quand on a une insulinorésistance, on a une plus grande sécrétion d'insuline. Cette plus grande sécrétion d'insuline va stimuler encore plus
les cellules cancéreuses, par exemple, du côlon in vitro, donc conduit à un plus haut risque de développer un cancer du côlon. L'insuline aussi elle est accompagnée de la sécrétion de l'IGF-1, l'insulin growth factor, qui l'insulin growth factor qui agit comme un facteur de croissance et donc inhibe l'apoptose. Donc s'il inhibe l'apoptose et il va inhiber l'apoptose d'une cellule qui peut être cancéreuse, donc va favoriser l'apparition de cancer. Vous avez aussi l'effet des adipokines comme la leptine, l'IL-6, TNF-alpha, l'IL-8, l'IL-10, etc. Ces adipokines, on a montré des liens entre un, un niveau élevé de ces adipokines et l'apparition de cancer chez les obèses. Vous avez enfin des troubles psychologiques et accès aux soins. Le fait même d'être en surpoids ou obèse conduit à des troubles psychologiques tels que la dépression, les phobies, l'hypocondrie, des troubles obsessionnels compulsifs, de la somatisation et aussi ça handicape l'accès aux soins parce que les appareils deviennent non conformes, surtout en cas d'obésité morbide. Et aussi, on a un plus gros risque de complications lorsqu'une personne va, pour se faire opérer d'une pathologie X ou Y, le fait qu'elle soit obèse constitue un risque de complication à cette pathologie primaire. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les conséquences et les complications de l'obésité. Alors, on va traiter en dernier lieu ce qu'on appelle le paradoxe de l'obèse pour les pathologies cardiovasculaires. C'est un état paradoxal chez l'obèse qui fait que lorsqu'on est face à un obèse qui est sans complications, on va dire, comme on a dit dans les diapos précédentes, un obèse métaboliquement sain. Cette obésité constitue un facteur de risque cardiovasculaire. Mais il a été remarqué que ces obèses, lorsqu'ils présentent cette complication, c'est-à-dire ils ont déjà des complications installées, surtout cardiovasculaires, leur obésité constitue un facteur protecteur. C'est-à-dire que chez les personnes, on va prendre une personne obèse qui a de l'hypertension, coronaropathie. Ces personnes obèses, avec coronaropathie, etc., comparées à des personnes non obèses avec ces mêmes pathologies, les personnes non obèses ont plus de risques de faire de l'insuffisance cardiaque et des arrêts cardiaques suite à ces complications que les obèses. Donc le mécanisme là n'est pas très bien expliqué. D'ailleurs, il n'y a pas un consensus là-dessus. Il y en a qui disent que peut-être qu'il y a il y a un facteur métabolique qui entre en jeu chez les obèses pour les protéger. Et parfois, on va dire que le fait peut-être que la personne elle-même soit obèse, le facteur protecteur, c'est que vu qu'elle est obèse, on va la surveiller plus et donc on va un peu anticiper ses accidents cardiaques. Et donc, c'est pour ça qu'on a remarqué que les obèses ont moins d'accidents que les non-obèses. Au final, c'est peut-être parce qu'ils sont plus surveillés de par leur obésité. Mais jusqu'à présent, il y a pas de consensus là-dessus. Il y a juste cette remarque et cette observation qui a été faite que comme quoi les obèses avec complications meurent moins des complications cardiovasculaires que euh, les personnes avec les mêmes complications mais qui ne sont pas obèses. Bon, certains facteurs pourraient peut-être expliquer ça. Donc, en fait, aussi, on a paradoxe des obèses chez l'obèse. Alors, vous avez des obèses qui ne développent pas de maladie cardiovasculaire et des obèses qui en développent. Pourquoi? Donc, c'est aussi peut-être par rapport à la répartition des graisses. Depuis tout à l'heure, je parle constamment d'obésité viscérale, tissu adipeux viscéral, etc. Alors, on a remarqué qu'il y a une différence métabolique entre le tissu adipeux viscéral et le tissu adipeux sous-cutané. Donc bon, l'obésité abdominale, c'est le tissu adipeux viscéral. L'obésité qui touche les hanches gynoïdes, c'est plus du tissu adipeux sous-cutané. Et il est apparu que plus une personne a un tissu adipeux viscéral,
plus elle est à risque de développer des complications cardiovasculaires et autres. Par contre, on peut trouver des obèses qui ont du tissu adipeux sous-cutané et vraiment pas beaucoup de tissu adipeux viscéral. Elles sont protégées, elles ne développent pas de pathologie cardiovasculaire ni de pathologie métabolique. À côté de cette répartition des graisses, on a aussi la manière avec laquelle le tissu adipeux se développe. Donc, le tissu adipeux, il faut dire qu'il se développe de deux manières. Alors, vous avez soit de l'hypertrophie, c'est-à-dire que lorsqu'on a un surplus de graisse dans le corps, il est stocké toujours dans la même cellule qui s'hypertrophie et qui augmente donc de taille. Donc on va avoir le même nombre de cellules, mais avec une taille très développée. Vous avez à côté des personnes qui ont tendance à stocker le tissu, c'est-à-dire la graisse, dans un tissu adipeux qui va faire de l'hyperplasie. C'est-à-dire au lieu que ce soit la cellule qui va grossir c'est-à-dire augmenter de taille pour stocker encore plus de triglycérides, non, ce tissu adipeux va choisir plutôt de fabriquer d'autres adipocytes pour toujours stocker un peu de triglycérides, mais dans beaucoup de cellules. Il a été montré que, alors là aussi, il y a un petit paradoxe, hein. On dit que l'hypertrophie, elle protège contre les dépôts, ce qu'on appelle les dépôts ectopiques de graisse. Parce que vu que la cellule est déjà là, elle n'a pas besoin d'être synthétisée ou, c'est-à-dire fabriquée pour garder, pour stocker les graisses. Donc elle est là, elle stocke des graisses directement, donc elle protège contre le surplus de gras il va aller circuler, il va aller faire des dépôts ectopiques, c'est-à-dire on va avoir des dépôts de graisse dans les tissus, dans le foie, dans le muscle, autour du tissu, dans le tissu cardiaque, etc. Et l'hyperplasie, par contre, elle ne protège pas contre ça. D'un autre côté, le fait d'avoir un tissu hypertrophié va comprimer les petits vaisseaux qui irriguent le tissu adipeux et conduisent aussi à une asphyxie du tissu. Et le fait d'avoir une asphyxie, on va dire cellulaire, conduit à une augmentation de l'état inflammatoire. Donc là, il y a un peu un petit paradoxe entre les deux, mais on remarque plus que l'aspect du tissu, développement du tissu adipeux hypertrophie protège un peu plus qu'un tissu adipeux hyperplasique. Il faut dire que hypertrophie ou hyperplasie, c'est purement génétique. C'est-à-dire c'est déterminé génétiquement chez les personnes. Il y a des personnes qui ont tendance à avoir plus de l'hypertrophie, d'autres qui ont plus de l'hyperplasie. C'est des différences individuelles génétiques. Dernier facteur, c'est la capacité cardio-respiratoire. Donc la capacité cardio-respiratoire, euh, euh, donc on a vu par exemple dans l'obèse métaboliquement sain, j'ai dit que ce qui le différencie de l'obèse qui est malade, c'est vraiment sa capacité cardio-respiratoire. Donc d'où l'intérêt de l'activité physique. C'est le VO2 max. Bon, vous allez détailler le VO2 max dans le module régime du sportif. Donc, plus ce VO2 max est élevé, plus donc la personne a une capacité cardio-respiratoire bonne. Et donc, ça le protège quand même des pathologies cardiovasculaires. Et donc, au contraire, plus la personne est sédentaire et ne pratique pas d'activité physique, plus son VO2 max va diminuer et donc plus il est à risque des pathologies cardiovasculaires. Donc, ça, c'est donc par rapport au paradoxe de l'obèse. Je pense que normalement, on a tout traité. Bon, je vous mets là une liste de références à partir desquelles que j'ai utilisées pour faire le cours. Donc, si quelqu'un veut avoir plus de détails, il peut aller voir dans les références. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? En TD, vous allez faire la prise en charge. Donc, le cours va se constituer. Le cours, ça va être la physiologie, physiopathologie, donc pour tous les chapitres. Et en TD, avec Madame Tabani, vous allez traiter la prise en charge hygiéno-diététique de chaque pathologie qu'on fera dans le cours. Donc, je vous demanderai si vous avez des questions.
Si vous avez des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les poser. Je vais enregistrer cette vidéo. Bon, la vidéo est enregistrée. Je vais vous la partager sur YouTube. Je vais vous donner le lien plus tard, une fois qu'elle sera uploadée. Vous pourrez donc la voir et la revoir. Je suis disponible par n'importe quel moyen de communication que vous voulez, c'est-à-dire Messenger, mail. Si vous avez une question ou quoi que ce soit en rapport avec le cours, je vous réponds. Je précise également, je l'ai dit à la déléguée hier, si vous avez, je vais arrêter le partage. Si vous avez vraiment les personnes qui n'ont pas de connexion, qui ne peuvent pas accéder à la vidéo ou quoi que ce soit, on peut, je peux leur donner la vidéo sous forme de flash disk, etc. Donc, si vous n'avez plus de questions, sinon vous n'avez pas de questions, parce que personne n'a posé de questions, si vous n'avez pas de questions, je vous dirai, ben, la séance est finie pour aujourd'hui et on se retrouvera normalement jeudi pour